Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC Orlando, donc on va parler des 4 combats principaux de la main card. Comment ça va Arthur? Ça va très bien. Je crois que t'as combattu la semaine dernière. Ouais, on revient d'une belle victoire en 45 secondes. D'ailleurs, t'as mis la vidéo. Ouais, il y a un petit short. Ouais, on pouvait pas faire une grosse vidéo, ça s'est terminé assez rapidement. Donc ouais, le short est disponible sur la chaîne. Comment tu te sens après cette victoire? Ouais, je me sens bien mec, hein. Je m'attendais pas à un autre finish au premier round, tu vois, parce que ça fait 4 déjà, là ça fait 5 maintenant. Donc je me disais c'est pas possible que ça va se terminer vite. Et en fait ouais, ça s'est terminé vite, je l'ai fait s'éteindre tout seul en fait. Il était pas assez intelligent pour moi. Donc c'était pour Tough Enough ici à Las Vegas que t'as combattu. Faut savoir que Tough Enough c'est un petit peu l'organisation qui prépare à l'UFC. Pour les Américains. Et donc ouais, une belle prestation. T'es maintenant à 2-0 en pro. Ouais. Et ouais, pas deux combats, mais pas trop d'expérience, tu vois, parce que j'ai fini le premier en 40 secondes et le deuxième en 45 secondes. Donc mais bon, c'est un bon problème à avoir. Je fais mes gares à la gym et les combats pour l'instant ils sont faciles, donc ça fait plaisir. Ouais, et puis c'est bien pour le palmarès. Ouais. Donc voilà, ouais, je crois qu'on peut passer aux 4 combats dont on va parler aujourd'hui. Donc on va commencer avec Tai Tuivasa contre Sergey Pavlovich. Sergey Pavlovich qui est favori donc à 1,57 et Tai Tuivasa à 2,50. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. J'ai peur de la lutte de Sergey Pavlovich. Je pense que ça va aller beaucoup à lutte. Et quand on voit le combat, bon, je sais que ça fait longtemps et qu'il est revenu depuis. De Tai Tuivasa contre Sergey Spivak. Je me dis qu'il peut y avoir la même issue. Le truc qui fait flipper avec Pavlovich, c'est qu'il a des mains de ouf, c'est un putain de boxeur aussi, tu vois. Je crois qu'il doit être 8-0 en boxe, ou si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de dire un record, mais je sais qu'il a plusieurs... il me semble qu'il a vaincu en boxe et qu'il a plusieurs combats. Donc ouais, je trouve qu'il est vraiment complet, tu vois, Pavlovich. Et ouais, t'as raison, il peut utiliser la lutte, ce serait bête qu'il l'utilise pas sur Tai Tuivasa. J'ai l'impression que c'est un revers un peu pressé, non? Depuis l'UFC c'était que en septembre. Ouais, carrément. Franchement, il a pris cher, tu vois, par Cyril Gane. Et en plus, c'était il était marqué quand même, tu vois, c'était... Je sais pas, donc tu t'imagines un mois de repos, tu reviens en octobre, et tu recombats en novembre contre un mec, un poids lourd au top 10. Franchement, je trouve que c'est un peu pressé. J'adore Tai Tuivasa, j'espère qu'il gagne. Mais j'y crois plutôt, je suis plutôt du côté de Sergey. C'est dur à voir, ouais. Parce que je me dis sa seule porte de sortie c'est de l'attraper, de le KO. Mais comme tu dis, c'est un super boxeur, Sergey Pavlovich. Est-ce qu'il peut y arriver Tai Tuivasa contre ce genre de profil? J'ai du mal. Il est clean, tu vois. Ouais, c'est clean, ouais. Pavlovich il est clean, tu vois, je crois qu'il s'est fait éteindre par Overeem et c'est tout. En MMA, c'est sa seule défaite. Il était 11-0, quelque chose comme ça, il s'est fait éteindre. Mais ouais, non franchement, je trouve que c'est pressé. Et puis j'ai l'impression moi j'aurais été Tai Tuivasa, j'aurais attendu en février parce qu'ils ont la UFC Perf, c'est là où il vient en plus. Il habite là-bas, tu vois. Moi j'aurais attendu d'être sur le pay-per-view et j'aurais fait le combat là-bas, j'aurais pris un peu plus de repos pour le cerveau et bah bref. Mais c'est son erreur, je pense. On verra après, peut-être qu'il peut nous prouver, tort, tu vois. Mais bon, ouais, je prends Sergey par, je dirais TKO au deuxième round. TKO au sol. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, TKO au deuxième round aussi. Ouais, je pense qu'il va le faire lâcher. Ouais. Il va toucher, après il va commencer à mélanger la lutte et il va l'éteindre doucement. C'est ça que je pense. Un peu à la Spivak en fait. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Mais j'espère pas après. En disant ça, j'espère pas. Donc ensuite, Matheus Nicolau contre Machnel. Nicolau favori 1,30 et Machnel 3,50. Est-ce que tu vois une porte de sortie toi pour Machnel? 3,50, je crois que les bookmakers n'y croient pas trop. Il n'y croit pas trop, mais après Machnel, c'est pas le genre de mec que j'aime parier contre parce qu'il a vraiment du cœur, il abandonne jamais. Il s'est fait soumettre un peu de façon suspicieuse quelquefois, mais il a mis aussi des belles soumissions, donc tu sais jamais ce qui peut se passer au sol avec lui, tu vois ce que je veux dire. Soit il se fait soumettre, soit il te soumet.
Et ouais, non, franchement, ouais, Nicolas, il est chaud. Nicolas qui a battu, il me semble qu'il avait battu le Dvorak, là, qui a battu Juan Camilo Ronderos. Ouais. Il avait battu par décision, j'étais super impressionné. Il avait battu mon pote Tim Elliott aussi, qui est vraiment chaud, qui a beaucoup de cœur, et il a réussi à le faire un peu, pas abandonner, mais le faire un peu ralentir au troisième quand même, tu vois. Tim Elliott à la fin, il avait accepté qu'il allait perdre, tu vois ce que je veux dire. Et pour arriver à faire ça à un mec comme Tim Elliott, il faut vraiment être bon. Et ça m'avait vraiment impressionné. Donc ouais, non, Nicolas, ouais, je vois Nicolas et la décision. Si je vois Machinal gagner, je le verrai avec une soumission, une sneaky sub ou un TKO KO de l'espace, tu vois, en revenant, tu vois, il se fait toucher, il y a un truc de ouf qui se passe, il fait un flying knee ou quelque chose comme ça. Mais pour parier, je prendrais Nicolas à la décision. Donc ensuite, Rafael Dos Anjos contre Brian Barberena. Rafael Dos Anjos gros favori, 1,22 et Brian Barberena 4,50. Là les bookmakers ils le respectent pas du tout. Mais en même temps c'est Rafael Dos Anjos qui revient d'une grosse guerre contre Raphaël Viziev qu'il a perdu, mais bon il a quand même donné du cœur. Ouais. Et il a battu Moïcano aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ouais, je comprends et je suis d'accord avec la décision. Rafael Dos Anjos, ouais, je le vois gagnant. Je dirais à la décision, ouais. C'est ouais. Il a vraiment besoin d'une victoire, là, Rafael Dos Anjos. Je pense qu'il a tout vu dans sa carrière. Je pense pas que ce soit un Brian Barberena qui va lui poser des problèmes qu'il n'a pas encore vus. Je veux dire, je pense que il est assez prédictible, Brian Barberena. À moins qu'il fasse des gros changements ces derniers mois, mais j'y crois pas trop. Tu vois. Rafael Dos Anjos, tu sais que niveau cardio il va être à 100%, il va être là. Tu sais que niveau striking il est là, niveau grappling il est là, niveau lutte il est là, il a aucun trou, il est bon partout, tu vois. Il y a que les top 5 qui le battent. Si tu regardes bien, tu vois, d'habitude il perd pas, tu vois. Si c'est des mecs pas des mecs du top 5 qui perdent pas. Je pense que Brian Barberena trop lent, cardio qui est un peu douteuse de temps à autre. Tu le vois au deuxième, au troisième, c'est plus le même. Il s'amuse trop, il veut trop s'amuser et faire des guerres. Et je pense que Rafael Dos Anjos va être trop intelligent. Il va avoir un bon game plan. Ouais, je vois pas Brian Barberena gagner. Je vois pas d'avenue où il peut gagner en fait. Ouais. J'arrive pas à avoir de route dans laquelle il pourrait trouver du succès. Donc je vais prendre Rafael Dos Anjos, mais TKO par contre. TKO 3ème round. Ah ouais? Ouais. Okay. Je pense qu'il va être too much. Tu vois, ça va être une tempête dans tous les sens. Par Barberena, il va être un peu. Je pense, ouais. Je pense pas qu'il a le niveau. Je pense pas qu'il a le niveau pour un mec comme ça. Et toi, tu vois décision. Ouais, je vois la décision pour Dos Anjos. Après, je sais pas, on voit beaucoup de légendes tomber ces derniers temps. Peut-être l'accumulation de combats et tout ça. Je me dis peut-être, j'ai une petite peur pour Rafael Dos Anjos, mais ouais, non, je me dis pas encore. Tu vois, il s'est fait KO en juillet, mais il a dû prendre bien du temps. Je sais qu'il habite au Brésil, je sais qu'il est tout le temps en train de faire des randonnées, des trucs, tu vois, et je sais qu'il est heureux déjà, tu vois, c'est important pour les mecs comme ça d'être heureux, tu vois, parce que quand t'as des milliards de combats comme il a, là, tu vois quoi. Il a de l'argent, il est bien, il était en Floride pendant du temps, là maintenant il habite au Brésil, donc il est avec sa famille et tout, et je pense que ça va être une bonne version de Rafael Dos Anjos qui revient à 77 kilos, tu vois ce que je veux dire, après sur une belle route pour essayer de recapturer la ceinture, parce qu'il faut quand même pas l'oublier qu'il a été champion, il a jamais défendu mais il a été champion, tu vois. Je sais plus quand est-ce qu'il a perdu, il me semblait, je sais plus quand est-ce qu'il a perdu, ouais. Mais ouais. Ah oui, il est contre Eddie Alvarez. Il avait perdu la ceinture contre Eddie Alvarez, après Conor l'a pris de Eddie Alvarez. Donc ouais, voilà, ouais, Rafael Dos Anjos, j'adore, hein, je suis fan, ça fait longtemps que je le regarde combattre. Et je pense qu'il va être trop pour Barberena. Ok, donc main event, Stephen Thompson contre Kevin Holland. Stephen Thompson à 2,10 et Kevin Holland 1,72. J'aimerais bien voir Stephen Thompson nous sortir du grand Stephen Thompson, mais je pense que Kevin Holland va être intelligent et utiliser sa lutte et l'empêcher de striker. Après, ce serait une belle guerre si ça reste un pied-point, ce serait beau à voir.
Je sais pas si... Mais Kevin Holland ferait l'erreur, je pense, s'il resterait debout contre lui. Qu'est-ce que t'en penses? Là c'est compliqué après une défaite comme il a pris, franchement il s'est dominé, tu vois. Oui. Je pense qu'il va être intelligent. Mais il peut outstrike Wonderboy. Hein. Tu crois? Ouais, parce que l'important c'est juste qu'il mixe, tu vois, s'il arrive à mixer les entrées de takedown, même s'il veut pas le takedown, l'important c'est que ça le fasse mordre sur les tentatives d'amener au sol, tu vois ce que je veux dire. Si Steven Wonderboy Thompson mord sur les tentatives d'amener au sol de Kevin Holland, le striking ça va être kiff je pense. Ouais. Parce qu'il a trop à... Et déjà rien que son striking tout seul, il est vraiment pas orthodoxe, quoi, tu vois ce que je veux dire, il est vraiment spécial. Il y a des frappes qui viennent d'angles bizarres, il fait des backhands, il fait des frappes avec le haut de la main, comment on appelle ça? Le revers. Il fait des frappes avec le revers de la main. Donc s'il arrive à tout mélanger et vraiment faire galérer Steven Wonderboy Thompson, je pense qu'il peut gagner une décision. Et je pense aussi qu'il pourrait faire peut-être un petit KO ou une soumission au 3e ou 4e, vers la fin. Si Wonderboy fait une erreur, se fait takedown, parce qu'il a un bon jiu-jitsu, Kevin Holland, il a des bonnes soumissions. Sa lutte, elle est pas médiocre, mais comparé au top 5 de welterweight, c'est un peu médiocre. Mais comparé à un mec qui est pas un lutteur, il peut se débrouiller, tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme si Wonderboy, à l'époque il était dur à ramener au sol, Wonderboy Thompson, mais maintenant c'est plus le même. Mais maintenant le niveau de grappling a évolué et sa défense de grappling est restée la même, j'ai l'impression. C'est ça qui est un peu inquiétant avec lui. En tout cas moi je vois aucune avenue pour lui de recapturer une ceinture, pour moi c'est mort. Non, c'est sûr, la ceinture c'est mort. Et j'ai peur que s'il prend une défaite encore, ce soit le début de la fin pour lui. Ça peut. Après je sais qu'il est à bloc dans l'entraînement, il a pas d'enfant, il est pas marié, il vit tout seul, il est vraiment à fond dans le sport, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est bizarre, qu'il s'adapte pas en fait. Ouais. Je sais pas ce que je me demande, s'il fait que les trucs qu'il veut. Il se repose un peu sur ses acquis, ouais. C'est ça, j'ai l'impression parce que si tu regardes le combat de Gilbert Burns et le combat de Belal Mohamed, j'ai l'impression il a régressé. Ouais. Parce ou alors peut-être que c'est vraiment Belal qui est bien meilleur que Gilbert Burns en lutte, ça pourrait être aussi. Moi j'y crois pas. Moi je pense que c'est à peu près le même niveau amené au sol, parce que Gilbert Burns quand même si c'est pas un lutteur d'origine, il est vraiment puissant et il a des belles entrées, tu vois. Donc ouais, je suis super intéressé par ce combat, franchement les gars, l'UFC Orlando là ça fait plaisir, tu vois, ça fait la carte est belle, ouais. En plus avec les cartes d'avant, tu vois, j'arrivais pas à les enjoyer autant parce que j'avais mon combat qui arrivait, tu vois, donc dès que je vois les mecs pour le card, les mecs qui se font KO et tout, tu vois, ça t'occupe l'esprit, tu vois, donc tu peux pas complètement enjoyer en mode fan. Et là je sais que j'ai pas de combat jusqu'à au moins en mars, donc là je vais vraiment faire le fan de MMA là ces prochains mois, je suis vraiment content. Là il y a 3 événements de ouf qui arrivent. Ouais. Par contre je parle, mais je sais pas, t'as donné ta prédiction? Non, mais j'aime beaucoup Stephen Thompson, il fait partie de mes... Tu crois? Et ouais, j'ai envie d'y croire. Je mets un petit billet, après je me chaufferai pas, mais beaucoup. Mais vu qu'il est underdog, j'espère qu'il arriverait, qu'il va arriver à défendre les takedowns et à nous offrir du beau striking. Mais je suis très sceptique. Ouais. En tout cas, c'est juste parce que je suis fan. Ouais. Franchement, ça va être un beau combat. Y a pas à dire. Ils ont fait un bon truc. On peut aller un peu voir le reste de la carte. Ouais, on a Eric Anders, Kyle Dokos, donc juste avant Tai Tuivasa Sergei. Là, Kyle Dokos qui revient. Ça fait pas si longtemps qu'il a combattu. On en avait parlé contre Dolizzo. Ouais. Il s'était fait TKO, ouais. Et Jack Hermanson, il est plus dans le délire. Et c'est vrai, ouais. Là, je le vois pas sur la carte. Non. Allez. Ok les gars, donc là j'ai la carte. D'accord, on est obligé de breakdown ce combat. On est obligé. Jack Hermanson qui est avant Tai Tuivasa en plus. Donc Jack Hermanson, franchement, qui vient de battre Chris Curtis en short notice, il était censé combattre Darren Till.
Darren Till, les gars, je sais pas où il est, frère. La vérité, à chaque fois qu'il y a un combat, il est à droite et à gauche, mais il est jamais là où il faut être. Tu vois ce que je veux dire. Et en plus, je suis trop fan de lui, ça m'énerve. Mais ouais, franchement, Jack Hermansson, Romain Dolidze qui est un tueur, frère. C'est... Ouais. Franchement, j'étais pas trop fan, mais là, je suis obligé d'être fan de lui, tu vois. Il avait une décision qui était horrible à l'UFC, c'était le combat le pire de ma vie que j'ai jamais vu. Il y avait vraiment aucune action. Tout ce qu'il avait fait, c'est qu'il prenait le mec en bas du lock et les gens ils bouaient et ils disaient aux gens ouais, continue à bouer. Et je sais pas, il avait une espèce d'énergie qui m'a foutu la haine, tu vois, parce qu'il savait qu'il avait un combat super boring. Mais il a fait le troll un peu dans l'interview. Après il disait non c'était un des combats les plus excitants de ma vie et tout, tu vois, il a continué. Mais en fait c'est un troll, c'est ça, ouais, il fait délirer. Mais ouais, donc Romain Dolidze qui est super dangereux au premier round contre Jack Hermansson. Ouais. Moi je verrais soit décision de Jack Hermansson ou soit finish premier round, sale truc de Romain Dolidze, c'est ce que je me dis aussi, ouais. Il est violent. Et en plus les gars là il est avec Shine Vislas. C'est quelque chose quand même, tu vois. Je suis pas trop fan du MMA féminin, mais pour celui-là je le suis. Donc ouais non mais c'est ça, on revient à ce que j'ai dit avec Rafael dos Anjos, il est heureux, il a pris des bonus à droite à gauche, il a pris 2 bonus d'affilée, 2 finishes au premier round contre Kyle Dokos et contre le dernier c'était Phil Voss, le mec qui a battu Nassour. Putain. Waouh. Ouais non franchement c'est un beau combat, je reviens pas, Ouais c'est ça, c'est soit Jack Hermansson arrive à le contrôler et ça part à la décision et il gagne. C'est un peu ce qu'il a fait contre Strickland. Mais ouais, Dolidze qui est très puissant. 11-1 quand même les gars, qui vient de Géorgie, tu vois, c'est pas des bisounours là-bas, vous savez, c'est compliqué les gars, c'est compliqué. Romain Dolidze, franchement c'est un très bon combat, j'aurais mis en common event moi ça. Parce que Jack Hermansson, moi je suis un grappleur, tu vois, j'adore les soumissions, les soumissions un peu unorthodoxes. Et Jack Hermansson, il te rappelle la clé de talon qu'il a mis à Kelvin Gastelum. Une clé de talon en 1 minute, tu vois ce que je veux dire. Et le truc c'est qu'il avait essayé une fois, ça a pas marché, et il est resté confiant dans son jeu, il est reparti. Et là Kelvin Gastelum a fait l'erreur de partir à du mauvais côté, fini la clé de talon. Taper Kelvin Gastelum en 1 minute, on n'a jamais vu ça. Kelvin Gastelum qui est dans des 5 rounds war avec Israel Adesanya, tu vois, ça sent, il y a des nez cassés, il y a des jambes cassées, il y a plein de trucs qui partent en couille. Et là c'était clean, rien de... tu vois ce que je veux dire. En plus au début tu voyais, parce que le truc avec Jack Hermansson c'est qu'il est, je sais pas comment on dit en français, stiff. Tu sais il est, on dirait il est rouillé un peu en striking, tu vois, on dirait un robot un peu, comment il bouge et tout. Mais dès qu'il arrive à t'amener dans le combat où il veut aller, dans son domaine, franchement c'est un putain de problème. Là, je suis content que ce combat en fait soit sur la carte, parce que là je m'attendais pas en fait. J'ai cru que c'était sur une autre carte qu'il a fait. Parce que j'ai vu hier mais je savais pas qui. Ils ont actualisé ça récemment. Après on a Nico Price Phil Rowe. Beau combat aussi Nico Price, j'aimais. Ouais, Nico Price, super excitant à voir. Philippe Rowe avec des très bonnes mains. Attention, le mec, je crois qu'il est 4-0 en boxe aussi. Et il est constamment en train de faire des compétitions. Donc, il est pas super actif en MMA, on va dire 2 fois par an, tu vois, 2 ou 3 fois par an, normal quoi. Mais niveau grappling, il fait des compétitions de grappling tout le temps. Contre Gordon Ryan, il a fait des trucs. Après, il perd, tu vois. Mais il se teste à Léocode, là où je combattais en Floride. Il faisait des combats de grappling amateurs sur la undercard. Ah ouais. Je peux dire que Phil Rowe il était sur ma undercard. C'est pas beaucoup de monde qui peut dire ça. Et ouais non franchement tu vois c'est ça qui m'impressionne avec lui. Il est tout le temps en train de s'améliorer. J'ai entendu dire quand il est parti à Extreme, c'est parti en couille, il a mis des sales trucs en sparring. Ah ouais. Après ils lui ont dit genre si tu reviens ici, vas-y calme, tu vois, vas-y calme. Apparemment il y avait Strickland, il y avait des petites squabbles. Après il y a Clay Guida qui revient là aussi contre Scott Holtzman, combat de vétéran. 40 et 39 ans. Clay Guida qui s'était fait mettre une clé de genou de l'espace par Claude de Polas. C'était magnifique, franchement c'était magnifique. Et mais bon, on a vu Clay Guida qui avait fait une belle décision contre... pour moi, j'aurais peut-être pu lui donner le combat, franchement, contre Mark O'Madsen. Je sais pas si tu te rappelles. Franchement, c'était serré. Pour Clay Guida, c'était serré. Il a fait... non, franchement, Clay Guida, ne jamais sous-estimer Clay Guida. Parce que vous savez, les gars, qu'il a de la cardio.
il est là, il s'en bat les couilles, il a du cœur. 37-19 le tonton. Ouais, non, moi à chaque fois qu'il y est, j'adore le voir combattre, comment il bouge et tout. Et il a une lutte de ouf, tu vois. Et après, il fait tout. Après, franchement, si tu voulais montrer une vidéo pour quoi ne pas faire en MMA, la vérité, tu regardes un combat de Clé Guida, tu vois. Le mec il croise les pieds, tu vois, qu'il fait des trucs que c'est inacceptable. Mais ouais, ça marche pour lui. Ouais, ça marche pour lui. Et juste la volonté, les gars, c'est le truc le plus important. Et ça, ce mec-là, il a de la volonté, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça, c'est un mec qui fait il apprend aux gens à chasser et tout. Tu sais, il a un business de chasse en fait. Ah ouais. Il apprend aux gens à chasser, il se lève le matin à 2h, tu vois, il fait des trucs. Il kiffe, tu vois, il kiffe être actif. Ce mec, c'est une machine de guerre. Et Scott Holtzman qui a vraiment aussi beaucoup de pouvoir. Et il est un peu robotique. Bah ils sont tous les deux un peu rouillés un peu, mais ouais, ça va être un beau combat. Michael Johnson, Marc Diakiese. Ça aussi, putain, ça c'est un bonhomme de l'UFC. Et Marc Diakiese qui est un grand nom en Europe, hein. Je crois qu'il me semble qu'il avait la ceinture du Cage Warriors aussi. Michael Johnson, un vétéran de l'UFC. Ouais, très beau combat, ça devrait être sur la main card. Après, c'est peut-être que c'est parce que la défaite de Michael Johnson. Mais pour moi, il avait gagné le combat contre Johnny Melarky. Ouais. Et ouais, pour moi, j'étais énervé. En plus, j'étais dans les vestiaires parce que ce jour-là, c'était quand j'étais en Oregon quand il a combattu Johnny Melarky. Et j'avais mis un petit billet. J'avais demandé à un pote de mettre un petit billet sur le téléphone pour Michael Johnson. Et j'avais pas le son, tu vois. J'avais pas le son. Je regardais dans les vestiaires parce que mon pote il allait combattre. Et pour moi il avait gagné, j'ai cru qu'il avait gagné moi. Et j'ai pas vu j'ai dit c'est bon il a gagné. Et j'ai pas regardé mais 10 ou 15 minutes plus tard, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il avait perdu. Du coup j'ai cru que j'avais gagné, j'avais cru que j'avais pris 100 balles alors qu'en fait j'avais perdu 20 balles. Mais bon. Ouais, Marc Diakiese qui a eu des périodes un peu troubles à l'UFC, mais là il est revenu sur 2 victoires, il a utilisé la lutte. Il a surpris tout le monde. Avant, il se faisait un peu contrôler au sol. Il faisait que du striking. On dirait il combattait comme un combat de Muay Thai. Après, je sais qu'il vient de la Muay Thai, tu vois. Donc, mais maintenant, il s'est transformé dans un combattant qui vraiment utilise tous les aspects du MMA, tu vois. Il sait comment coller, il sait comment décoller, aller tenter des soumissions. Il sait comment mettre du vicieux ground and pound au sol avec les coudes et tout. Franchement, même si c'était un peu boring, c'était un peu ennuyant ces 2 derniers combats, moi il m'a impressionné dans sa capacité d'adaptation, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que Michael Johnson, son problème c'est la lutte. La défense de lutte, elle est pas là, tu vois ce que je veux dire. Elle est pas là, franchement, dès qu'il y a quelqu'un qui veut lutter, il arrive. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Il gagne des combats, tu vois, il a KO Dustin Poirier. Il a battu Tony Ferguson, quand Tony Ferguson c'était le grand Tony Ferguson, tu vois, Et je sais pas, il manque un truc à Michael Johnson. C'est vraiment énervant parce que j'adore le voir combattre, il met des KO de ouf. Il a des mains très rapides, c'est toujours une guerre, tu vois. Mais il lui manque un truc et là je pense que Marc Diakiese, s'il combat comme il a combattu des derniers combats, ça je pense que c'est un bon pari les gars. Ça je pense que c'est vraiment un bon pari. Je sais pas si la cote elle a combien, mais si ouais franchement moi c'est un de mes locks s'il combat comme ces derniers combats, c'est un de mes locks les plus sûrs de la carte pour moi. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé un peu plus. Ouais. Darren Elkins, Jonathan Pierce. La Darren Elkins aussi, ouais. Un gros cœur, je sais pas si ça va passer. Qui avait gagné contre Tristan Connelly, ton pote, la dernière fois. Ouais, j'avais fait le training camp avec Tristan Connelly pour combattre Darren Elkins qui malheureusement a perdu. Mais ouais, je me rappelle quand on était au training camp, qu'on se préparait pour lui, il y avait vraiment tout le monde, tous ceux qui rentraient qui savaient qu'il combattait Tristan Connelly. Merde. Vraiment quand on s'entraînait pour lui, la majorité des combattants qui nous parlaient de ce combat, à chaque fois ils nous disaient oh les gars, ce mec il est vraiment chaud en lutte, il a une cardio de ouf, il s'arrête jamais. Vraiment, travaille la lutte défensive non-stop. Tous les jours on travaille la lutte défensive. En 15 secondes il était déjà au sol, Tristan, tu vois. Single leg, exactement comme on s'était préparé, on avait fait des séquences de ouf pour contrer ça. Il n'a pas réussi malgré tout. Alors que pendant 3 mois on a fait ça, 3 mois tous les jours quasiment. Et ouais, une lutte de ouf, Darren Elkins, franchement je sais pas si ça va passer là par contre. Ouais, Jonathan Pierce qui a KO Amir Khani. Son dernier combat qui enchaîne 4 victoires d'affilée. Ouais, j'ai mal. C'est ça en plus, il a fait Amir Khani, c'était à l'UFC Paris, non? Ouais, je crois. Soit à l'UFC Paris ou en Angleterre, c'était. Mais ouais, non, franchement, ouais, beau combat.
Ouais. Cette carte, même les prélims, hein, franchement, ça déçoit pas. Il y a Nathan Lévy, Général Valdez aussi. Ouais, Nathan Lévy, je m'entraînais avec lui à l'époque. Et c'était vraiment il y a longtemps, je parle de ça il y a 4 ans, donc c'est un peu... mes opinions ne sont plus de date. Je sais qu'il s'entraîne beaucoup avec Julian Rosa pour son training camp contre Alex Caceres. Ouais. Je sais qu'il est vraiment fort niveau kick, tu vois. Il a des gros kicks, il a des jambes, c'est des obus. Fort en grappling, fort en lutte. Ensuite on a Marcelo Rojo contre Francis Marshall. Marcelo Rojo qui enchaîne les défaites, je crois, ouais. Ouais. La dernière fois, soumission contre Phillips. Et là, Francis Marshall 6-0, premier combat à l'UFC. Donc, ouais, je crois qu'ils mettent un peu Marcelo Rojo soit à l'abattoir, soit pour se sauver les fesses. Il est 0-2 à l'UFC, c'est ça? Ouais. Je sais qu'il s'entraîne avec Brandon Moreno. C'est son main training partner. Ouais. Brandon Moreno qui est quand même assez intelligent, il a un très bon fight IQ, il s'adapte tout le temps. Donc je pense que ça pourrait quand même transpirer pour Marcelo Rojo, il a quand même plus d'expérience. Je sais que Francis Marshall étant invaincu 6-0 quand même, c'est pas beaucoup d'expérience contre un mec qui est 16-8. Je pense que Marcelo Rojo peut le faire. Il va être underdog en plus, j'imagine. Ouais, mais après ouais, ce que tu as raison, c'est l'abattoir où c'est soit tu passes ce mec qui est invaincu ou soit tu vois, tu retournes à combattre global là où tu combattais avant, tu vois. Ouais. Donc ouais, ça va être chaud. Et Yasmine Jauregui et Stella Nunes, c'était les filles qui étaient en co-main event. Tu te rappelles cette meuf, Jasmine? Ouais, elle avait 19 ans, elle était en co-main event, personne ne comprenait pourquoi. Et c'était un beau combat, hein. C'était un combat de ouf. Mais après ouais, je m'intéresse pas à MMA féminin, donc je sais pas quoi vous dire. Non, je rigole. Il y a, si on parle de combat féminin, il y a la Tracy contre Amanda Ribas, en vrai c'est... Ah oui, non, c'est un beau combat, c'est sûr, ouais. Je le vois pas là sur la... Ah si. Tracy Cortez contre Amanda Ribas. Ouais, 10-1 contre 11-3. Amanda Ribas qui combattait à 115 avant, hein. Elle est montée à 125 pour combattre Chookagian. Elle avait perdu une décision et apparemment là elle veut rester à 125. Ce qui est un choix assez intéressant parce qu'elle est assez petite. Moi je l'ai vu en vraie vie. Tracy Cortez par contre, je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué sur Instagram. Mais elle a quand même un derrière qui est assez ferme, on va dire, tu vois, elle a beaucoup de... C'est pas une... Elle pourrait pas combattre à 115, tu vois. Amanda Ribas, je pense qu'elle va manquer de physicalité pour ce combat. Tracy Cortez, elle est forte en lutte. On sait que son mari ou son boyfriend, c'est Brian Ortega, un des meilleurs grappleurs de l'UFC. On sait qu'elle est constamment en train de s'adapter et d'évoluer. Elle se retrouve quand même à 10-1. Et je me rappelle, elle était rentrée à l'UFC, je crois qu'elle était 5-1. Tu vois, donc 5 victoires d'affilée, franchement, ouais. Beau combat, moi je dirais Tracy Cortez en lock. Et toi? Ouais, je pense aussi Tracy. En décision? Décision, ouais. Et sinon, je sais pas si t'as regardé. Ouais, si, il y avait les PFL Championship. Ouais. Pour le million, là, les finales. C'était pas mal, il y avait beaucoup de vétérans de l'UFC. Je pense à Marlon Moraes qui s'est fait KO pour moi. En plus il gagnait. Ouais, un genou, c'est un genou, ouais. Et le problème, tu vois, moi j'ai regardé le combat au travail, donc je l'ai regardé sans le commentaire. Mais j'arrivais à voir. Après quand je l'ai re-regardé une deuxième fois avec le commentaire et je les entendais parler de ce que j'arrivais à voir, c'est qu'une fois qu'il s'était fait toucher au deuxième round, c'était plus le même. Marlon Moraes, je pense, a pris trop de dégâts, tu vois. Son corps il veut plus. Il refuse de se prendre des coups, il veut se protéger lui-même. Ça c'était, ouais. Dès qu'il s'est pris il me semble que c'était un crochet à la fin du deuxième round, tu vois ses yeux, c'est plus la même. Alors qu'il gagnait, il était incroyable. Mélanger la lutte, il touchait clean, il contrôlait au sol, il allait pour des soumissions. Franchement, c'était beau, tu vois, c'était beau ce qu'il faisait. Et dès qu'il s'est pris ce crochet, tout a changé. Troisième round, plus le même du tout. Et il se fait KO encore une fois, ça fait 5 défaites d'affilée, 4 KO d'affilée. 5 KO d'affilée. 5 KO d'affilée, je pense que c'est temps de prendre la retraite. Et je pense qu'il a été sauvé qu'ils lui ont pas donné Shane Burgos, hein, parce qu'il était censé combattre Shane Burgos. J'ai l'impression que c'est le pire combat que tu peux faire pour Marlon Moraes. C'est Shane Burgos à 145 quoi. Enfin, ouais. Shimon Moraes qui a quand même
battu mon pote Lazar Stojadinovic, il l'a KO au deuxième round. Donc je savais qu'il était dangereux Shimon Moraes. Je sais qu'il est dangereux, je sais qu'il a battu des bons gars, mais si tu regardes la carrière de Shimon Moraes et de Marlon Moraes, ça n'a rien à voir. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Marlon, j'ai l'impression là, il abîme sa legacy un peu, tu vois. Parce qu'il a combattu pour la ceinture, il était vraiment chaud, il a mis des très belles victoires, il a mis beaucoup de victoires au premier round à l'UFC, ce qui est compliqué à faire dans la catégorie des 135, tu vois. Mais ouais, je pense que là c'est la fin. Toi, tu aimerais le revoir combattre? Non, il faut qu'il arrête. Ouais, il faut qu'il arrête. C'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud, mais bon, après je sais, il a voulu aller à la PFL, essayer de prendre de l'oseille, tu vois, pourquoi pas. Il avait la ceinture de World Series of Fighting, ce qui était à PFL avant qu'il change le nom. Donc il est rentré chez lui, quoi. Il a voulu essayer une dernière fois. Et je pense que c'est mort. D'ailleurs, il a enlevé les gants dans la cage. Et quel autre combat tu veux parler de la PFL? Il y avait Si aussi. Sadji Boussaï. Ouais. Combat super beau. Tout ce qu'il a fait, c'est envoyer des body kicks. Il y a Recefo, le patron de PFL, il est rentré dans la cage après le troisième round et il l'a engueulé. Je sais pas si t'as entendu. Ouais, ils l'ont pas montré à la télé. Ouais, ils l'ont pas montré à la télé, j'ai entendu dire le jour après, ouais. Et maintenant ils en parlent sur les podcasts et compagnie. Mais ouais, il est rentré dans la cage, il a dit ouais, tu combats pour $1 million, c'est la ceinture, il faut gagner, tu vois ce que je veux dire, fais un truc, tu vois ce que je veux dire, il lui a dit. Et apparemment il s'est fait remonter les bretelles par la commission. Il va y avoir une nouvelle règle qu'ils vont ajouter, que le promoteur ne peut pas rentrer dans la cage pendant que tu combats. Ça fait bouleverser des trucs. Ouais, en plus c'était à New York, la commission de New York, ils sont chauds, tu vois. Et ouais, il y avait aussi le Olivier Aubin-Mercier, le Canadien. Ah oui, Bravo à lui, de Tristar, qui a pris $1 million. Mansour m'avait dit que du bien de lui. Et il s'entraîne avec lui, ouais, il a un très très beau cas contre Stevie Ray en plus. Stevie Ray, frère, il est chaud, c'est un chien, tu vois. Il avait battu Michael Legault par décision. Il avait battu beaucoup de gens, il avait battu Anthony Pettis 2 fois. Soumis et décision, tu vois, enfin, c'est pas n'importe qui quand même. Donc bravo à lui. Et Kayla Harrison qui a tout niqué, elle a tout niqué. Je sais pas s'il y a des mecs qui ont mis Kayla Harrison sur les combinés, mais parce que tu vois, généralement tu mesures de parler dans des combinés, tu vois, parce que les odds, elles étaient, je sais pas comment c'était, mais c'est généralement moins. Comment tu dis Moins 1000, du coup c'est des 1,25, 1,10, 1,05, des trucs comme ça. Là franchement, elle a perdu la décision. C'est ça les gars, à chaque fois je le dis, il faut pas mettre les gens sur des... Il faut pas penser que les gens sont invincibles, tu vois ce que je veux dire. Tu peux être 20-0 mais tu peux perdre demain. Tu vois ce que je veux dire, il faut jamais se reposer sur les lauriers, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'elle a fait, elle avait déjà battu 2 fois, elle a pas dû être trop motivée, la cardio elle était pas là. Dès que ça allait pas dans la lutte, elle se faisait toucher. C'était les réactions de Kayla Harrison étaient un peu pas trop confiantes, tu vois. Elle se faisait toucher, ça se voyait, elle avait pas envie, on dirait, tu vois. Elle a déjà gagné $2 millions ou $3 millions, elle a déjà fait tout ça, elle a déjà battu cette meuf 2 fois. Donc j'ai l'impression qu'elle avait pas envie et elle a pris une défaite comme ça, ce qui est dommage. À mon avis, ça va niquer un peu les opportunités parce que tu te rappelles, ils voulaient la ramener à l'UFC, ils voulaient la ramener à Bellator. Bellator, ils lui ont fait une offre de malade. Et PFL, en fait, ils ont matché l'offre pour la garder. Et c'est sûr qu'ils perdent de l'argent sur elle, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, et là, elle a fait de la merde, franchement. Ali Abdelaziz qui avait dit qu'il arrêtait sa carrière si elle perdait. Qu'il était prêt à parier. Ah ouais. Et en plus, la fille qui l'a battue, qui a pris la ceinture, c'est une brésilienne. À chaque fois que je la vois combattre, franchement, je suis pas trop fan de MMA féminin, mais quand je la vois combattre, elle est vraiment excitante. Elle a battu une fille que je connais, Jenna Fabia, qui a un striking de ouf. Et franchement, j'ai cru que Jenna Fabia allait l'éteindre facilement. Elle a mangé quelques patates, elle a réussi à l'amener au sol, ticket au premier round. C'était vraiment impressionnant. Donc je savais que cette meuf-là, elle était chaud quand même. C'est pas comme les autres filles de 155 à PFL, parce que c'est vraiment des peintres et des plombiers à 155 à PFL. Bon, il y a personne, il y a quasiment aucune combattante dans les gyms qui combattent à 155. C'est rare. Si tu regardes toutes les filles qui ont combattu Kayla Harrison, c'est tout le temps des filles qui montent de 145. Tu veux dire, il n'y a que elle dans la division. Mais bon. Ouais, bah on a fait le tour. Et... ouais, je crois que ce sera tout. Merci de nous avoir regardés. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez. Et merci de nous suivre. Et allez voir le short qu'il a fait pour mon combat. Ouais. Likez, partagez, donnez-moi de la force. Et dites-nous en commentaire si vous voulez le combat en entier, on peut vous le mettre. Et puis voilà, je crois que ce sera tout. Merci, à la prochaine. Ciao. Portez-vous bien.